Bonjour tout le monde, je suis le professeur Badache, neurochirurgie, CHU Mustapha. On va vous présenter les tumeurs cérébrales en général. Euh, Bien sûr, on va commencer on parlera des tumeurs cérébrales en totalité, c'est-à-dire considérant tous les types de tumeurs cérébrales. Et en sachant que dans la pratique, il y a les tumeurs cérébrales profondes, les tumeurs cérébrales superficielles, mais pour le moment, on va situer ces tumeurs cérébrales par rapport à l'encéphale en totalité, par rapport surtout au type histologique qu'on va considérer qui prennent une place très importante, le type histologique des tumeurs cérébrales. Bon, par définition, les tumeurs cérébrales primitives et secondaires constituent un ensemble de complexes et hétérogènes d'entités anatomopathologiques dont l'expression clinique peut être comparable, selon la terminologie de la 10e classification internationale des maladies. Donc, dans les tumeurs cérébrales, je vous ai dit, il y a les primitives et secondaires. Pourquoi? Parce que c'est en fonction du type histopathologique. Et on va les considérer comme il y a des tumeurs, je vous ai dit, dans l'ancienne classification, on parlait des tumeurs superficielles accessibles en chirurgie, les tumeurs profondes qui sont très difficiles à la chirurgie. Bon, il y a aussi sur le type histologique les bénins et les malins, c'est-à-dire les tumeurs cérébrales bénignes et les tumeurs cérébrales malignes. On a une dénomination en fonction du type de la cellule d'origine, c'est-à-dire que l'encéphale, sur le plan anatomie, il y a des cellules comme les cellules astrocytaires, les oligodendrocytes, les cellules épandymères et aussi il y a des structures qui sont ce qu'on appelle les nerfs périphériques. Ces structures anatomiques de l'encéphale peuvent donner des types de tumeurs en fonction des cellules d'origine. Donc, on a les cellules astrocytaires qui peuvent donner les astrocytomes, ce sont des tumeurs cérébrales, et il y a les oligodendrocytes qui peuvent donner les oligodendrogliomes, il y a les cellules épandymères qui peuvent donner les épendymomes, et les cellules des nerfs périphériques qui sont à l'origine des neurinomes, comme la tumeur la plus fréquente dans les neurinomes, on a le neurinome de l'acoustique ou le schwannome, on le cite comme schwannome. Le terme de gliome, il regroupe un ensemble de cellules gliales, donc qui peuvent donner les gliomes. Bien sûr, il y a une classification histologique des gliomes de bas grade et les gliomes de haut grade. Il y a aussi les méningiomes qui naissent d'une structure aussi d'encéphale, ce sont les méninges, c'est-à-dire d'origine la dure mère. Il y a aussi les tumeurs neuronales qui sont exceptionnelles, mais qui peuvent donner aussi des tumeurs et qui ne se divisent pas. La classification histologique spécifique des cellules est en fonction de l'immunohistochimie, ce qu'on appelle les cellules gliales fibrillaires acide protéine, c'est-à-dire les GFAP, c'est-à-dire gliales fibrillaires acide protéine. Il y a aussi l'évolutivité du tissu tumoral, c'est-à-dire que la tumeur elle-même subit des modifications, ce qu'on appelle des mitoses, ou peuvent donner aussi des nécroses qui sont à l'origine des modifications de l'organisation de la paroi endothéliale, par exemple. On a la terminologie aussi histologique en fonction des grades. On peut parler du grade 1, 2, 3, comme par exemple l'astrocytome fibrillaire anaplasique, où on parlera de grade 3. Cette démarche s'applique la plupart du temps, surtout pour les tumeurs primitives, comme les méningiomes, les épendymomes. Et la dénomination sous-jacente de grade ne suffit pas à elle-même. Il y a ce qu'on appelle aussi les astrocytomes pilocytiques et les glioblastomes. D'autres hémangioblastomes qui n'appartiennent pas à un seul grade, ce sont des tumeurs qui sont vasculaires, qui sont hémorragiques. On a la classification de l'OMS 2016 qui donne les types tumoraux. Bon, je vais vous citer seulement le type tumoral parce que dans les gliomes, on a plusieurs types, sous-types. On a ce qu'on appelle, comme par exemple le gliome, on a les astrocytomes, ce que je vous ai cité tout à l'heure. La cellule astrocytaire constitue une structure
anatomiques. Donc, s'il y a modification, elles peuvent donner des gliomes. Et dans les gliomes, on a les astrocytomes pilocytiques qui sont de grade 1. Il y a les astrocytomes voilà, de bas grade. Pilocytiques, c'est grade 1, donc ils sont de bas grade. Et les astrocytomes diffus sont de grade 2. Les anaplasiques qui sont de grade 3. Il y a les glioblastomes qui sont de grade 4. Aussi, on a les gliomes diffus, les tumeurs oligodendrogliomes et les oligodendrogliomes anaplasiques grade 3. Dans les gliomes, vous avez très bien compris que quand on cite gliome, c'est des cellules astrocytaires. Par contre, les tumeurs épandymères, ce sont les cellules épandymères, ce que je vous ai cité tout à l'heure. Donc, ils peuvent donner les sous-types tumoraux, les subépandymoses, les épandymoses mixopapillaires. Dans les tumeurs neuronales et neurogliales mixtes, on peut avoir les gangliocytomes ou les gangogliomes, les tumeurs neuroépithéliales, les dysembryoplasmiques, ce sont les NET, les neurocytomes centrales ou autres. Les tumeurs de la région pinéale, vous savez très bien que la région pinéale, c'est la glande épiphysaire, donc qui peuvent aussi, ces cellules de cette glande peuvent donner des modifications, des multiplications et peuvent donner aussi des tumeurs comme les pinéalocytomes, qui est de grade bénin. Il y a les pinéaloblastomes qui sont malins. Il y a les tumeurs du parenchyme pinéal et les tumeurs papillaires de la région pinéale. Donc, tout dépendra de chaque structure anatomique. Ils peuvent donner des modifications, ils peuvent donner des tumeurs. Les tumeurs du plexus choroïde, on a des papillomes du plexus choroïde. Ou aussi, quand il devient malin, on appelle ce qu'on appelle les carcinomes du plexus choroïde. Les tumeurs embryonnaires, par exemple, le méduloblastome, c'est un processus de la fosse cérébrale postérieure qui est d'origine embryologique. Et dans le méduloblastome, il y a d'autres classifications qui interviennent. Et en fonction de chaque tumeur, il y a un pronostic qui est favorable et un pronostic qui est défavorable. On a les tératoïdes, les tumeurs tératoïdes, les rhabdoïdes, il y a aussi les ATRT, aussi ce sont des tumeurs d'origine embryonnaire. On a les tumeurs germinales comme le germinome, carcinome embryonnaire, choriocarcinome. On a les méningiomes et tumeurs mésenchymateuses non méningo-théliales comme les tumeurs fibreuses solitaires, hémangioblastome, sarcome, les PNET, les lipomes et autres. Tumeurs de la région cellulaire, on a l'adénome hypophysaire ou le crânopharyngiome. On a les lymphomes primitifs du système nerveux central. Bon, je ne vais pas trop tarder, mais je voulais vous montrer cette classification parce qu'il y a même une autre classification qui a été publiée récemment en 2021, toujours par le même auteur, et qui classe les tumeurs en fonction des tumeurs de l'adulte et les tumeurs de l'enfant. Et dans les tumeurs de chez l'enfant, on a les tumeurs de bas grade et les tumeurs de haut grade. Donc, il y a plusieurs classifications, mais ça reste toujours dans une structure anatomique et tout dépendra de la cellule qui est à l'origine de la modification pour ces processus expansifs. L'épidémiologie, il faut savoir que les tumeurs du système nerveux central réparties selon la topographie suivante. On a bien sûr avant, dans les années, ça fait 20 ans, 30 ans, je vous ai dit, ils classaient toujours les tumeurs cérébrales en profond et en superficiel. Superficiel, c'est accessible pour la chirurgie, donc on a une meilleure morbidité, une meilleure mortalité. Par contre, les profondes, non, une mortalité et une morbidité qui était assez élevée. Mais maintenant, non, il les classe selon un siège sustentoriel, c'est-à-dire parce que l'encéphale, il y a une partie au niveau de la fosse qui est séparée des deux hémisphères cérébraux par une tente. Donc la tente, on les sépare selon ce siège. Il y a qui sont sus-tentoriels et sous-tentoriels, c'est-à-dire sous la tente et au-dessus de la tente. Et aussi, il y a des tumeurs médulaires, bien sûr, et les tumeurs secondaires, ce sont les métastases en fonction du cancer primitif qui est le plus fréquemment rencontré en neurochirurgie, c'est le sein et le poumon. Bien sûr, il y a d'autres comme la thyroïde, digestif, gynécologique, mais c'est très très rare. Mais le plus fréquent, même dans des études statistiques, on trouve que le cancer primitif dans les métastases cérébrales, c'est surtout le sein et le poumon. Il y a aussi les mélanomes. On peut trouver aussi dans le cerveau les mélanomes, mais qui sont très rares, ainsi que les cancers digestifs qui sont très très rares, constituent pratiquement 20%.
On a les facteurs intrinsèques comme les maladies génétiques. Il y a la maladie de Bourneville, de la maladie de Von Lippel-Lindau, il y a les neurofibromatoses de type 1 et les neurofibromatoses de type 2. Les facteurs extrinsèques, c'est l'exposition dérivée nitrosaurée, les radiations ionisantes, l'exposition au rayonnement électromagnétique de basse fréquence et les téléphones portables. Le tableau clinique dans pratiquement 90% des tumeurs cérébrales. On a surtout le syndrome d'hypertension intracrânienne, qui est majoritaire même comme facteur qui est responsable de la consultation du malade. Il dit souvent que j'ai mal à la tête, j'ai très mal à la tête. Et c'est céphalée, c'est-à-dire le syndrome d'HIC, est un des signes cliniques le plus important dans les tumeurs cérébrales. Il est constitué de quoi quand on dit syndrome hypertension intracrânienne ou HIC? Il est fait surtout de céphalées. Ces céphalées qui sont récents, qui sont inhabituels et qui durent dans le temps et qui ne cèdent pas aux antalgiques et qui s'aggravent surtout progressivement. Ils sont matinales avec des nausées et des vomissements. Après nausées et vomissements, ils vous disent qu'on sent un petit soulagement et une baisse de l'acuité visuelle. Cette baisse de l'acuité visuelle aussi, un motif de consultation vers les ophtalmologues. Et pour les ophtalmologues, ils font ce qu'on appelle un bilan visuel, un fond d'œil, une acuité visuelle, ils trouvent un œdème papillaire. Et là, d'où l'orientation, faire un scanner ou une IRM, c'est-à-dire une exploration encéphalique pour savoir la cause de cette baisse de l'acuité visuelle et au fond d'œil, un œdème papillaire. Oui, bien sûr. Et comme elle vient juste de dire ma collègue, un fond d'œil normal n'élimine pas une hypertension intracrânienne. OK? Donc, quand un malade, il a des céphalées qui persistent, qui ne cèdent pas au traitement antalgique, il faut explorer, il faut pousser les explorations, c'est-à-dire demander un tomodensitométrie, un scanner cérébral. Je pense que c'est le minimum. Il faut le faire, surtout chez les enfants, parce que c'est les cris, c'est la douleur. Ils ne savent pas dire qu'on a mal à la tête. Donc, ce sont des malades qui souffrent de la tête. Ce sont des enfants qui ont très mal à la tête et que ça passe inaperçu et que ça aggrave. Il y a des malades qui viennent même au stade d'engagement. Donc, on a aussi ce qu'on appelle le syndrome déficitaire. C'est quoi le syndrome déficitaire? C'est le déficit moteur. Donc, soit un déficit moteur qui est soit une monoparésie, une hémiplégie, soit avec participation faciale, soit aussi un déficit sensitif ou sensoriel, c'est-à-dire une amputation du champ visuel. Au fond d'œil, je vous ai dit, par chez l'ophtalmologue, il fait un champ visuel, il fait un fond d'œil, une acuité visuelle, il va trouver qu'il y a une amputation du champ visuel. Et quand on dit champ visuel, on dit le lobe occipital. Donc, ça intervient surtout au niveau de l'encéphale. Et là, il faut pousser aussi l'exploration plus loin. Bien sûr, un déficit des fonctions supérieures comme l'aphasie, l'alexie, la calcudie, le syndrome frontal, un syndrome cérébelleux, une atteinte des nerfs crâniens. Donc, dans le syndrome cérébelleux, il peut venir, surtout les tumeurs de la fosse, on les voit fréquemment chez les enfants. Donc, ce sont des enfants qui ne marchaient pas bien, qui ne tiennent pas l'équilibre. Donc, c'est un signe qui oriente le pédiatre vers ce trouble de l'équilibre, par ce déséquilibre, par un petit tremblement. Et ça oriente vers, bien sûr, une tomodensitométrie ou une IRM cérébrale. Le syndrome irritatif, c'est quoi? Quand on dit irritatif, c'est-à-dire que la partie corticale du cerveau est irritée. Donc, il y a systématiquement, bien sûr, tout dépendra du siège de la tumeur. Il y a des crises d'épilepsie. Par exemple, au niveau des fosses cérébrales postérieures, on n'a pas des crises d'épilepsie. Mais par contre, au niveau du cortex, au niveau des deux hémisphères cérébraux, on peut avoir des crises d'épilepsie avec toutes les variétés des crises d'épilepsie qu'il faut connaître. Et Inch'Allah, on va faire aussi une conférence sur les crises d'épilepsie. Comme ça, vous pouvez connaître les classifications des crises d'épilepsie. Non, devant un syndrome d'HIC, d'hypertension intracrânienne, devant des signes déficitaires, devant des troubles visuels, des troubles de l'équilibre, on passe bien sûr à l'exploration. Et pour la neurochirurgie, l'exploration, ça sera
la tomodensitométrie, c'est-à-dire le scanner cérébral. Bien sûr, en premier, quand on le demande en urgence, systématiquement, ils peuvent ne pas le faire avec produit de contraste, mais ça reste toujours le produit de contraste qui peut identifier la tumeur, qui peut mettre en évidence la tumeur, ses rapports, son infiltration et son volume. Donc, l'examen sans injection permet de voir la tumeur parce qu'il y a une densité qui n'est pas normale dans le cerveau. On peut voir même un effet de masse, on peut voir même des signes d'engagement sans injection, mais ce qu'on appelle le syndrome de masse ou un œdème périlésionnel, cette hypodensité périphérique. L'injection permet surtout de savoir est-ce que cette tumeur a pris le contraste. Donc, si elle prend le contraste, comment elle est-ce qu'elle prend le contraste très intense, partiellement, est-ce qu'il y a des calcifications, est-ce qu'il n'y a pas de calcifications, donc c'est très important. On peut voir même sans injection une tumeur qui a saigné, donc on peut voir un hématome cérébral, donc ce qui nous oriente vers il y a quelque chose dans le cerveau, voilà, il y a une masse dans le cerveau. Donc après, on supplémente par un produit avec un produit d'injection, de contraste. Le produit de contraste sert à identifier la vascularisation de cette tumeur. Voilà. Donc, à chaque fois que c'est une tumeur richement vascularisée, nous aurons une forte rehaussement du produit de contraste. L'IRM ou l'RMN, ou l'imagerie par résonance magnétique, ce qu'on le cite comme ça, aussi c'est un moyen d'exploration qui est très pertinent et qui permet surtout de voir les lésions qui sont profondes, qui peuvent ne pas être visibles au scanner, qui peuvent être visibles à l'IRM, et aussi toujours l'IRM, il y a sans injection et avec injection du gadolinium qui se fait en T1 et qui permet aussi de donner la définition la même que le scanner, mais un peu plus permet aussi de donner même l'aspect de cette tumeur. Est-ce que c'est une tumeur qui est maligne, très maligne, avec bien sûr le PET scan, le flux, l'IRM de flux. Donc l'IRM cérébral, c'est aussi, j'aimerais bien aussi vous faire aussi un cours sur les explorations neuroradiologiques. Donc, ce qui permet de savoir aussi s'il y a d'autres localisations. Est-ce que c'est une tumeur qui est unique, qui est multiple, la taille de cette tumeur, la profondeur, les rapports avec les structures avoisinantes. Donc, tout ça nous permet de voir avec l'IRM cérébral. Avec bien sûr des coupes axiales, longitudinales, transversales. Tout ça nous permet de voir, que ce soit avec le scanner, que ce soit avec l'IRM. Ce qui diffère entre le scanner et l'IRM surtout, c'est le scanner permet de voir l'os, c'est-à-dire l'aspect de l'os, comment il est par rapport à l'IRM. Mais même avec l'IRM, on peut avoir une certaine conclusion, comment est infiltré l'os, est-ce qu'il est infiltré, est-ce qu'il n'est pas infiltré. Donc, il y a des images, après on va vous les montrer pour mieux voir et apprécier l'IRM et le scanner cérébral. Donc, dans l'angiographie cérébrale, bien sûr, l'artériographie cérébrale, nous, autant que neurochirurgiens, on l'appelle surtout l'artériographie cérébrale, elle est surtout utilisée dans un cadre très spécialisé. Pour nous, on l'utilise surtout en premier pour les malformations artério-veineuses ou les tumeurs qui ont saigné. On peut dire peut-être c'est un anévrisme, ça nous permet de donner un diagnostic différentiel. Et elle nous donne surtout dans les méningiomes les pédicules de nourricier, c'est-à-dire quelle est cette artère qui vascularise ce méningiome, et surtout quand le siège de ce méningiome est très profond. Donc, aller opérer un gros méningiome de la base, il faut vraiment savoir quelle est cette artère qui le vascularise. Donc, on peut aller directement coaguler ce pédicule de vascularisation qui va nous diminuer per opératoire la masse sanguine, et on peut faire une exérèse tumorale plus ou moins exsangue par rapport à la non-visualité du pédicule de vascularisation. Bien sûr, on connaît les pédicules de vascularisation. Quand on me dit méningiome de l'étage antérieur, je sais que c'est l'artère ethmoïdale. Mais avec la vascularisation, on peut avoir et préciser mieux le pédicule de nourricier. Ici, il y a bien sûr une éventuelle embolisation préalable avant d'opérer certaines lésions de la base tumorale.
La radiographie du crâne, le G, n'ont pas vraiment un très, très grand intérêt dans le diagnostic des tumeurs cérébrales. Mais surtout s'il y a un suivi, la radio du crâne permet de voir est-ce qu'il n'y a pas des signes d'osséite, est-ce qu'il n'y a pas un défect osseux. Et le G, surtout chez des malades qui sont suivis pour des crises d'épilepsie qui persistent même après exercice chirurgical, on peut demander un EG. Mais dans le diagnostic des tumeurs cérébrales, je pense c'est plus le scanner et l'IRM. La ponction lombaire, attention pour la ponction lombaire. Je préviens, avant de faire une ponction lombaire, si vous avez un scanner à côté de vous, demandez un scanner. Si vous n'en avez pas, demandez un fond d'œil. Il faut éliminer un œdème papillaire afin d'éviter les complications engendrées par l'APL, parce qu'il y a des malades chez qui on leur fait des PL. Et ils s'engagent, ils viennent en engagement. Après, ils vous demandent un scanner parce qu'ils voient que l'état de conscience de ce patient, avant l'APL et après l'APL, elle a changé. Là, ils demandent un scanner et ils trouvent dans la majorité des cas, surtout les tumeurs de la fosse, surtout chez les enfants, parce que ce sont des enfants qui viennent, ils sont un subfibricule, ils ont de la fièvre, donc pour eux, c'est la méningite, ils font une PL. Mais faites un scanner ou faites un fond d'œil, et même le fond d'œil, même s'il revient normal, ce qu'elle a dit tout à l'heure, ma copine, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas une tumeur cérébrale et que ça élimine un syndrome d'hypertension intracrânienne. OK? On passe au diagnostic différentiel. Dans les diagnostics différentiels, bien sûr, on dit même la sémiologie clinique dans les tumeurs cérébrales, elle apprivoise les accidents vasculaires cérébraux. D'ailleurs, ils vous disent non, il a fait un déficit, peut-être il avait fait un AVC ischémique. Non, demandez un scanner, demandez une IRM. Après, vous donnez le diagnostic de certitude. Donc, c'est pour ça qu'on dit les accidents vasculaires cérébraux. Il y a les processus infectieux. Bon, quand on dit un abcès cérébral, c'est pratiquement un processus intraparenchymateux, intracérébral. Ça n'élimine pas le diagnostic. Mais entre un abcès, il y a une conduite à tenir bien précise par rapport à une tumeur cérébrale. Donc, ça reste toujours un processus infectieux et c'est un processus intraparenchymateux et qui est considéré comme pour toute tumeur cérébrale. Et il y a les affections inflammatoires. OK? La topographie. Je vous ai dit que la topographie, on les a classées en sus et en sous-tentoriel. Et les tumeurs multiples. Les tumeurs sus-tentorielles, intraparenchymateux, parce qu'il y a les intraparenchymateux et les extraparenchymateux. Donc, dans les sus-tentoriels, c'est-à-dire, premièrement, on a les oligodendrogliomes. Les oligodendrogliomes, le premier signe clinique, l'oligodendrogliome, c'est la crise d'épilepsie. C'est quand il vient un malade avec une crise d'épilepsie, premier diagnostic, c'est un oligodendrogliome. Bien sûr, il est fréquent, il représente 5% des tumeurs cérébrales en totalité. Il touche l'âge moyen 40-50 ans. Plus important, sexe masculin, mais la sémiologie clinique, crise d'épilepsie. Crise d'épilepsie est bien sûr en fonction du siège de la tumeur. Bien sûr, s'il est en frontal, on a un syndrome frontal. Si l'oligodendrogliome, il est en pariétal, on a un syndrome pariétal. S'il est en temporal, on a un syndrome temporal. Donc, généralement, ce sont des signes en fonction de la localisation du processus cérébral. L'imagerie, généralement, ce sont des lésions. Ça, c'est une IRM cérébrale. Vous voyez cette IRM cérébrale, là, c'est en T2 et là, c'est en T2 aussi, qui montre qu'il y a des lésions sous-corticales bien encapsulées. Voilà. Et elles sont généralement associées à des calcifications. Mais il faut savoir que les calcifications, on les voit plus au scanner qu'à l'IRM. Et on a, bien sûr, on a les A et les B. A, pas de prise de contraste, et B, il y a une prise de contraste. Vous avez vu la différence entre le type A et le type B. Et ils sont radiochimiosensibles. L'oligodendrogliome, il y a l'oligodendrogliome anaplasique qui est malin, malheureusement, et qui donne cet aspect-là infiltrant avec de l'œdème et l'effet de masse. Vous voyez cette belle prise de contraste et d'aspect hétérogène, ça c'est en T1. Et ici aussi, au niveau de la région pariétale,
et du carrefour ventriculaire. Il va jusqu'au carrefour ventriculaire. Mais la situation de l'oligodendrogliome, surtout frontale, dans la plupart des cas. On a les astrocytomes. Dans les astrocytomes, on a ce qu'on appelle les astrocytomes de bas grade et les astrocytomes de haut grade. Je vous ai fait la classification tout à l'heure, mais ça reste toujours le type c'est-à-dire astrocytome de bas grade, haut grade et tout, c'est l'examen histopathologique qui confirme. C'est vrai qu'à l'imagerie, on a certains signes qui peuvent nous orienter vers la malignité, comme pour le glioblastome, le médulo, l'épendymome et tout ça. Mais le diagnostic de certitude, ça reste toujours l'histologie. Mais là, c'est dans les généralités, on vous explique que les astrocytomes pilocytiques de bas grade. Aussi, le motif de consultation, ce sont les crises d'épilepsie avec un syndrome topogrammifique et on peut avoir un syndrome d'HIC. Et ça consiste comme un tableau d'AVC ischémique aussi ou hémorragique. L'âge 40 ans, ils sont de grade 2. L'imagerie, on a une hyposignal en T1, vous voyez en T1. On a en T2, c'est là en T2, T2, vous la voyez, elle est hyper intense, se rehausse plus ou moins avec le GADO, parce que le GADO, on l'injecte en T1, pas en T2. Et on a une hypodensité, hypodense au niveau ici de la région frontale, pariétofrontale. L'astrocytome anaplasique, par contre, il est de haut grade. Donc, c'est malin, c'est malin. Motif de consultation, épilepsie, syndrome topographique et on peut, dans les anaplasiques, généralement, il y a beaucoup de syndromes d'hypertension intracrânienne par rapport au bas grade. Et ça donne aussi un tableau d'AVC. C'est pour ça que le diagnostic différentiel, on a cité comme premier diagnostic différentiel l'AVC. L'âge moyen, toujours 40-45 ans, dans toutes les gliomes, les oligodendrogliomes, les astrocytomes, c'est l'adulte jeune et il est de grade 3, l'astrocytome anaplasique. Tumeurs, toujours dans les tumeurs sustentorielles. L'imagerie dans les astrocytomes de haut grade, vous voyez cette infiltration, ça infiltre même du côté opposé parce que c'est un astrocytome du corps calleux qui est très fréquent et les gliomes du corps calleux ou des astrocytomes du corps calleux sont généralement de haut grade. Donc, ça infiltre ce qu'on appelle l'aspect en aile de papillon. Ici aussi, il y a une belle prise de contraste de l'astrocytome anaplasique avec effet de masse, de l'œdème et il y a un effacement de la corne frontale et toute la ligne médiane qui est déviée du côté opposé. Le glioblastome aussi, c'est une tumeur de haut grade, c'est un grade 4 pratiquement. Le signe clinique, l'épilepsie, syndrome d'HIC et les signes déficitaires. Ça, c'est un glioblastome, vous voyez comment il est foudroyant et c'est du corps calleux avec un effet de masse très important. Aussi, ici, c'est un glioblastome, c'est un scanner cérébral avec une prise de contraste très importante. Effet de masse, effacement de tous les ventricules, corne frontale, corne temporale et occipitale, et un effet de masse qui est très important. Ça, c'est pratiquement, il est en engagement. Donc là, il faut agir rapidement. Si c'est un glioblastome de la corne occipitale, c'est une IRM en T1 avec injection du GADO qui est très infiltrant. Vous voyez comment il est très important avec une belle prise de contraste. Donc ça, c'est plus en faveur d'un glioblastome. Je vous ai dit que le type histologique, ça reste l'histopathologie, l'anatomopathologie qui donne le diagnostic de certitude. Mais quand même, on a une certaine orientation avec l'IRM et le scanner. Quand je vois une imagerie pareille, je pense plus à un glioblastome du corps calleux. Si je vois plus, c'est un glioblastome pariétal, c'est un glioblastome occipital. Donc, je dis plus un glioblastome. Je ne dis pas un astrocytome anaplasique, mais je dis c'est un glioblastome, surtout si un jeune. L'imagerie nous permet de dire que c'est un gliome de haut grade du fait que nous avons une image qui est hétérogène. Du moment où l'image est hétérogène, ça nous permet de dire qu'il s'agit
d'un gliome de haut grade et probablement d'un glioblastome, car la particularité des glioblastomes qui sont des gliomes de grade 4, c'est le fait d'avoir de la nécrose au sein de la tumeur, avoir de la nécrose et de temps en temps, on a même des foyers hémorragiques au sein même de la tumeur. Donc, cette imagerie nous permet de dire qu'il s'agit probablement d'un glioblastome, mais certainement d'un gliome de haut grade. Les tumeurs sustentorielles on avait vu tout à l'heure les tumeurs sustentorielles intraparenchymateuses. Donc, tout ce qui consiste gliome, astrocytome, oligodendrogliome, glioblastome, tout ça constitue ce qu'on appelle les tumeurs intraparenchymateuses. Par contre, en extraparenchymateux, on a en premier les méningiomes qui sont aussi très fréquents et qui constituent 15 à 20% des tumeurs cérébrales. Ils sont fréquents chez les femmes parce qu'il y a les troubles hormonaux, l'œstrogène, il y a des récepteurs qui sont à l'origine des méningiomes. Et on a sur le plan clinique toujours un syndrome en fonction de la situation du méningiome. Si c'est un méningiome de l'étage antérieur, c'est-à-dire ethmoïdal, le premier signe clinique qu'on a, c'est l'anosmie. Je vous dis que je ne sens pas, ça fait des années. Sachez que la phase de début et la phase d'état dans les méningiomes par rapport au gliome, elle est très allongée. Pourquoi? Parce qu'ils évoluent à bas bruit par rapport au gliome et au glioblastome. Donc, on a la chicée, l'épilepsie et on a ce qu'on appelle toujours des signes évoquant des AVC. Donc, tout dépendra du siège du méningiome. Si j'ai un méningiome du jugum au niveau de la base, le premier signe clinique, comme il a dit, Cushing, toute baisse unilatérale de l'acuité visuelle est un méningiome du jugum jusqu'à preuve du contraire ou de la clinoïde antérieure. Aussi, le premier signe clinique qui est très parlant, c'est la baisse de l'acuité visuelle. Donc, même s'il est de petite taille, mais le fait qu'il ne voit pas, c'est ça qui oriente vers l'ophtalmologue. Et l'ophtalmologue l'explore dans le sens, il va trouver soit un méningiome tuberculacé du jugum ou ethmoïdal qui est volumineux, qui a comprimé en arrière les voies visuelles. L'imagerie d'un méningiome, là, vous voyez cette imagerie. Donc, ce sont des lésions limitées, vous les avez vues, voilà, qui sont en contact de la dure mère, qui sont épaissies, homogènes, qui sont hypersignales, en parenchyme T1, et associées à des calcifications. Attention, dans le méningiome, quand on trouve des calcifications ou un méningiome qui est complètement calcifié, on dit d'ailleurs qu'il est en voie de guérison parce qu'il se calcifie. Mais ces calcifications peuvent ne pas prendre toute la totalité du méningiome, mais une petite partie du méningiome. Donc, ce sont des méningiomes, ce sont des tumeurs qui sont accessibles à être opérées et on peut avoir une bonne survie, une bonne morbidité, une très bonne mortalité, c'est-à-dire une morbidité et une mortalité qui est très basse dans les méningiomes, surtout de convexité. Donc, on peut faire l'exérèse tumorale sans aucune contrainte et sans aucun souci. Là aussi, c'est un méningiome de l'étage antérieur qui prend tout le lobe frontal. Vous savez très bien que le méningiome naissent des méninges, des cellules arachnoïdiennes, et quand il augmente de volume, il n'infiltre pas le cerveau, il le refoule. Et donc, quand il le refoule, avec l'imagerie, on peut voir même le plan de clivage du méningiome, c'est-à-dire il faut bien le limiter. Je vous ai dit dans les méningiomes, il faut savoir surtout le pédicule de vascularisation pour pouvoir faire l'exérèse chirurgicale. Bien sûr, il y a des méningiomes qui sont malins. Quand on voit un méningiome, dans ce cas-là, qui a érodé tout l'os et qui est sorti même en dehors de la voûte crânienne et qui est très infiltrant, vous voyez cette infiltration avec un œdème très excessif et un œdème, c'est-à-dire qui a fait un effet de masse très important, on pense plus à un méningiome qui est malin. Ici aussi, il est très infiltrant, même l'os est complètement détruit. Les méningiomes sustentoriels ventriculaires,
On a en premier les papillomes du plexus choroïde, les tumeurs qui naissent des papillomes du plexus choroïde. Vous savez très bien que le plexus choroïde est constitue ce qu'on appelle une structure anatomique cérébrale qui est à l'origine de la sécrétion du LCR. Mais quand il y a une tumeur qui siège au niveau des plexus choroïdes, on appelle tumeur des plexus choroïdes. Il y a aussi les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. Et quand on dit tumeur du plexus choroïde, c'est-à-dire ventricule, parce que les tumeurs du plexus choroïde les structures du plexus choroïde sont en intraventriculaire. Donc ici, c'est une tumeur du plexus choroïde qui se trouve au niveau de la corne occipitale. Et par excellence, ils sont hémorragiques, donc ils peuvent saigner, ils peuvent donner un tableau de syndrome d'hémorragie cérébro-méningée. Ici aussi, c'est une imagerie d'une tumeur du plexus choroïde qui est au niveau de la corne occipitale qui est très infiltrante et qui est très volumineuse. Ici, par contre, elle est au niveau du troisième ventricule. C'est un scanner avec injection. Aussi, c'est un scanner avec produit de contraste. Là, par contre, quand on voit comme ça une tumeur du plexus choroïde qui est très volumineuse et qui est très importante, donc on pense plus à un carcinome du plexus choroïde. C'est plus malin parce qu'il y a une belle prise de contraste qui est très importante et qui est foudroyante. Donc, cette prise de contraste peut nous orienter vers une tumeur qui est maligne dans les tumeurs du plexus choroïde. Ils naissent généralement dans les ventricules. Les épendymoses aussi naissent des structures anatomiques qui sont dans les ventricules, c'est les épendymoses. Donc, on peut avoir les tumeurs des épendymoses qui sont aussi de bas grade et de haut grade. C'est au niveau des ventricules qui constituent 2,7% des tumeurs intracrâniennes et qui constituent au niveau de la tache sustentorielle et sous-tentorielle. On va les voir au niveau du V4. Il y a les épendymoses au niveau du V4 qui sont très fréquents chez l'enfant et au niveau des ventricules qui sont très rares. L'imagerie, ici, ça montre au niveau c'est une IRM cérébrale qui montre ce processus intraventriculaire qui est en hypointense en T1. Quand je dis T1, c'est le SR qui est en noir et en T2 qui est en blanc. Donc, avec une belle prise de contraste en T1. Kyste colloïde du troisième ventricule qui est la tumeur la plus, elle est moins fréquente par rapport aux autres tumeurs, mais quand même qui est fréquente dans les tumeurs intraventriculaires et qui est responsable des morts subites. C'est-à-dire qu'il y a des malades qui vous disent on a des céphalées paroxystiques, des fois on a des maux de tête, mais ça disparaît. Donc c'est pour ça que je vous ai dit il faut faire très attention, même un fond s'il a été fait au moment où il n'y a pas de céphalée, il peut revenir normal, mais c'est une tumeur qui est là, ce qu'on appelle le syndrome de Burns, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle des signes de clapping. Donc il y a les ventricules qui font des petites contractions, ils laissent le LCR passer, mais de temps en temps cette tumeur, elle peut clamper l'écoulement, les voies d'écoulement du LCR, et elle peut donner une hydrocéphalie qui est biventriculaire au niveau des cornes frontales, et que le malade ça peut passer inaperçu, qui peut mourir. Il y a un des neurochirurgiens qui était connu, professeur Cushing, c'est un Américain qui est mort par cette tumeur-là. Donc, pourquoi? Parce qu'il avait des céphalées, donc la majorité du temps, on dit, ah, il est migraineux ce malade, il a des migraines. Si vous dites, ah, ma mère aussi, elle a des migraines, explorez-le. Si vous voyez que ce malade revient à chaque fois, il vous dit, j'ai des maux de tête, d'allure, c'est-à-dire avec des signes paroxystiques, explorez-le. Vous n'avez rien à perdre de demander une IRM ou un scanner cérébral. Parce que c'est pas normal qu'il a à chaque fois des céphalées. C'est vrai qu'il y a les migraines, c'est une pathologie à explorer, donc il faut prendre sérieusement en compte. Donc, ce sont le syndrome de Burns. On a aussi les troubles vasomoteurs et les troubles psychiques, mnésiques. On peut avoir même les troubles endocriniens. Pourquoi? Parce qu'il y a la tige pituitaire juste à côté du V3 qui est comprimée et qui peut donner des signes endocriniens. Donc, qui se manifeste surtout chez le sujet, toujours l'adulte jeune, 30-50 ans, après prédominance, sans prédominance de sexe. Donc, l'imagerie, elle montre une petite lésion au niveau du V3, qui est toute petite. C'est l'image typique de la pièce de monnaie. C'est l'image typique de la pièce de monnaie au niveau du V3 et qui comprime les voies d'écoulement
du SCR et qui donnent des céphalées paroxystiques. Mais une fois que elle se ratatine, le SCR passe, donc il n'y a pas de céphalée. Mais si elle fait une petite réexpansion, donc elle obstrue les voies d'écoulement du SCR, donc elle donne des signes cérébraux qui est surtout les céphalées. Ces céphalées paroxystiques sont de temps en temps en rapport avec la position, donc elles sont positionnelles. Voilà. Alors, c'est des gens qui vous disent que les céphalées augmentent en baissant la tête, en se lassant les chaussures ou autre, et disparaissent. Voilà. Et disparaissent quand ils changent de position. C'est-à-dire la position déclive. Quand il rabaisse, il y a le sens de la pesanteur. Donc, il y a ce qu'on appelle cette sensation de pesanteur. Quand il descend, la pression diminue. Donc, il y a ce qu'on appelle des céphalées qui peuvent disparaître comme ils peuvent réapparaître. Les tumeurs substentorielles de la ligne médiane, on a ce qu'on appelle l'adénome hypophysaire. L'adénome hypophysaire, bien sûr, par excellence, il est très fréquent. Et on a un syndrome tumoral qui est fait de céphalée. On a un syndrome optochiasmatique qui est fait de troubles visuels et un syndrome endocrinien. Donc, par excellence, le syndrome endocrinien prime par rapport aux autres signes. Dans les adénomes hypophysaires, quand vous voyez un malade qui a des troubles aménorrhée, galactorrhée, surtout chez la femme, acromégalie, donc tout dépendra du type sécrétant de l'adénome. Il y a aussi des adénomes qui sont chromophobes, qui ne sont pas sécrétants. Donc, vous avez un syndrome optochiasmatique, un syndrome endocrinien et un syndrome tumoral qui est fait de céphalée, d'HIC quand elle atteint un certain volume tumoral. Donc, ça entraîne ce qu'on appelle une HIC, donc ça donne des céphalées. Endocrinien, parce qu'elles naissent au niveau de la glande hypophysaire, donc ça, le premier signe clinique, surtout les troubles endocriniens. Donc, systématiquement, chez une jeune dame ou un jeune homme qui a des troubles endocriniens, il faut explorer la tête, il faut se dire que ce malade, peut-être qu'il a un problème au niveau de la région célaire. Voilà, et d'origine centrale. Et d'origine centrale. Il y a des gens qui ont été traités pendant des années pour une stérilité, alors qu'il fallait demander une IRM et trouver qu'il a un adénome hypophysaire qui pouvait être traité et guéri, qui pouvait par conséquent avoir des enfants, ok? Que ce soit pour la femme ou que ce soit pour l'homme. L'imagerie, ça montre une lésion qui est intracellulaire. Vous avez ces deux densités qui sont en rapport avec la carotide. Il y a cette tumeur qui est très volumineuse et qui entraîne même, elle peut être ce qu'on appelle les macroadénomes. Pourquoi on appelle macroadénomes? Parce que latéralement des deux glandes hypophysaires, on a les sinus caverneux. Et quand il infiltre les sinus caverneux, elle peut avoir une expansion en supracellaire et on peut avoir même des troubles visuels parce que le chiasma optique et les deux nerfs optiques traversent juste au niveau de la région de la glande hypophysaire, en sus, au-dessus de cette glande. Donc, toute perturbation, toute compression au niveau des nerfs optiques peut donner un syndrome optochiasmatique. Donc, il y a une baisse de l'acuité visuelle. Par exemple, dans ce type d'adénome qui est très important, qui est volumineux quand même, il peut donner un trouble visuel parce que ce qu'on appelle un macroadénome qui peut être invasif ou non invasif. OK? Le crânio-pharyngien, par excellence, c'est une pathologie qui est très fréquente chez l'enfant. Elle est très rare chez l'adulte, mais elle est lisible chez l'adulte. On peut la trouver chez l'adulte, mais elle est très, très fréquente chez l'enfant. Surtout chez l'enfant. On peut, comme a dit ma collègue, on peut avoir deux pics d'âge. Il y a l'enfant, il y a l'adulte. Donc, on peut avoir, mais surtout, elle est fréquente chez l'enfant. Cette lésion de crânio-pharyngien, elle est aussi d'origine elle peut naître au niveau de la tige pituitaire ou au niveau de la glande hypophysaire. Donc, ils peuvent se multiplier ces cellules et peuvent donner une lésion qui est très importante. Et généralement, ce sont des tumeurs qui prennent du volume rapidement et qui deviennent très importantes. Et en l'IRM ou au scanner, on a ce qu'on appelle les trois constituants, kystiques charnus et des calcifications. Donc, bien sûr, on a des troubles endocriniens toujours, des troubles optochiasmatiques et tumorales. Mais
il y a aussi la baisse de l'acuité visuelle. Je vous ai dit, cette région célaire, elle est entourée par des voies optiques au-dessus. Et latéralement, vous avez les deux sinus caverneux qui sont des structures nobles du système nerveux central et qui peuvent donner par conséquence beaucoup d'aggravation, surtout sur le plan visuel et endocrinien. Donc, tout ce qui consiste glande endocrinienne, tige pituitaire, glande anté, post-hypophyse, c'est des troubles endocriniens et troubles visuels. Par la suite, quand elle atteint un certain volume tumoral, elles peuvent comprimer ce qu'on appelle les voies d'écoulement. Si elle a une extension intraventriculaire, donc elle peut donner même des hydrocéphalies très importantes. Donc, on a ce qu'on appelle le syndrome d'HIC qui est là, qui va être présent et dont le patient vient avec un syndrome d'hypertension intracrânienne. C'est la chronologie, le crânio-pharyngium et l'adénome hypophysaire. Tous deux sont des tumeurs qui sont spécifiques à la région célaire, à la ligne médiane. C'est la chronologie d'apparition des signes cliniques qui peut nous orienter vers une pathologie ou vers une autre. Voilà. C'est vis-à-vis de ça. C'est important de préciser la chronologie d'apparition des symptômes afin de faire la part des choses entre adénome hypophysaire et crânio-pharyngium. L'imagerie du crânio-pharyngium, vous voyez, je vous ai dit qu'elle vous donne des lésions qui sont charnues et kystiques et quelques calcifications qu'on peut voir. Bon, là, au scanner, on peut voir mieux les calcifications que vous voyez là en blanc. Ce sont des calcifications. Et là, c'est la partie kystique avec la prise de contraste tout autour. Et il y a une partie charnue. Et il est très infiltrant quand il touche surtout latéralement. On a l'hypothalamus qui, ça donne beaucoup de mortalité, surtout quand on opère, parce que ce sont des grosses lésions. Et quand ils sont très infiltrants, ils touchent la partie thalamique et c'est là que ça devient un peu très, très, très difficile pour l'exérèse tumorale. Il faudrait faire attention aussi au circuit de Papez qui peut être détruit au cours des tractions et des manipulations au cours de la chirurgie. Voilà, en opératoire. Donc, il faudrait être très prudent et très à cheval sur la précision des gestes opératoires et sur la coagulation aussi. Donc, au niveau de T1, on a une partie charnue qui est bien sûr, elle prend le contraste, voilà. J'ai avancé un peu. Prend le contraste avec une partie kystique, en T2 qui prend le contraste. Et là, le scanner avec des calcifications. Aussi, on a la glande épiphysaire aussi qui fait de la base, elle fait partie de la base et elle fait partie de la ligne médiane et qui peut aussi donner des tumeurs cérébrales qui est en premièrement le pignalome ou le pignaloblastome. Donc, la tumeur pignale, c'est au niveau de l'épiphyse, de la glande épiphysaire, vous voyez. Elle est à cheval entre la tente, c'est-à-dire en sus et en sous-tentoriel. Vous avez en bas le tronc cérébral. Là, c'est le tronc cérébral. Là, c'est l'hémisphère. Là, c'est le cervelet. Et là, c'est les ventricules. Et qui dit épiphyse dit glande hypophysaire. Donc, la symptomatologie clinique, c'est le syndrome de Parisot, c'est la paralité du regard, donc trouble de la convergence et nystagmus. On a aussi des signes endocriniens parce que c'est la glande hypophysaire, qui dit glande hypophysaire dit diabète insipide et une puberté précoce. Et on peut avoir un syndrome cérébelleux. Pourquoi? Parce qu'il y a en arrière, il y a la compression de l'hémisphère cérébelleux. Elle est aussi très fréquente chez l'enfant, mais on peut l'avoir à tout âge, ok? L'image de la glande hypophysaire, vous voyez, c'est une tumeur de la région hypophysaire qui prend le contraste en T1. Là, c'est un peu très mal explicite, mais elle est là. Là, c'est le scanner qui vous montre la tumeur au niveau de la glande hypophysaire, mais à l'IRM, elle est mieux mise en évidence. Vous avez ici l'hémisphère cérébelleux, là vous avez le tronc cérébral, là vous avez les ventricules latéraux. Les tumeurs sous-tentorielles, donc on avait vu les tumeurs sus-tentorielles intraparenchymateux et extraparenchymateux. Maintenant, les tumeurs sous-tentorielles, c'est-à-dire les tumeurs au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Donc, pourquoi je vous dis fosse?
sous-tentorielle parce que vous avez l'attente qui est limitée ici. Donc, tout ce qui est en bas, c'est sous. Tout ce qui est en haut, c'est sus. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est toutes les tumeurs sus-tentorielles et les tumeurs de la ligne médiane en sus-tentorielle. Ici, on va voir toutes les tumeurs au niveau de la fosse cérébrale postérieure, c'est-à-dire en au-dessous de l'attente. Le premier, par excellence, c'est le médulloblastome, qui est très fréquent chez l'enfant. On le connaît. Et dans le médulloblastome, sachez qu'il y a les médulloblastomes qui sont très bien, qui sont de bons pronostics, malgré que ce sont des tumeurs embryologiques et qui sont généralement métastatiques au niveau de la moelle. Mais il y a des médulloblastomes MINT ou SSH, tout dépendra du type immunohistochimique. Grâce à la nouvelle classification de 2016, on peut diagnostiquer ces médulloblastomes et on peut avoir des survies à 75% jusqu'à 5 ans, 10 ans de survie. OK? Donc, le médulloblastome, c'est vrai que c'est une tumeur qui est maligne de la fosse cérébrale postérieure, mais qui peut y avoir de bons pronostics pour les médulloblastomes. Donc, par excellence, le signe clinique dans les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure par compression des voies d'écoulement du SCR. Donc, quand il y a pas l'écoulement du SCR qui se fait physiologiquement et normalement au niveau du 3e, 4e et dans les espaces sous-arachnoïdiens, donc au niveau de la fosse, il comprime ce qu'on appelle le V4. Donc, quand il comprime le V4, donc il y a par conséquent une hydrocéphalie en sus-tentorielle, donc ça donne un syndrome d'HIC. Par la suite, elle va donner aussi un syndrome cérébelleux, cinétique ou statique. Le plus souvent, c'est cinétique. Et quand il est latéralisé, il donne ce qu'on appelle statique. L'imagerie du médulloblastome est un aspect au niveau de la fosse qui comble toute la fosse. Vous voyez, le V4, on ne le voit pas du tout. Là, c'est le tronc cérébral. Et il y a les cornes temporales qui sont dilatées. Donc, il y a une hydrocéphalie en amont de l'obstruction. Ici aussi, c'est un médulloblastome avec injection du gado qui est très infiltrant. On ne voit pratiquement une petite liserée, donc on peut dire que le plancher probablement n'est pas infiltré, mais l'inconvénient du médulloblastome quand il infiltre le V4, le plancher du 4e ventricule. Et là, ça devient la difficulté pour les médulloblastomes lors de l'exercice chirurgical. Mais quand il est de bon pronostic, quand il est de type histologique bon, il peut avoir, avec chimioradiothérapie, on peut avoir, je vous ai dit, des survies à 10 ans. Là, c'est aussi une tumeur du médulloblastome qui est latéralisée. Généralement, quand ils sont latéralisés, ils sont très fréquents chez l'adulte qui sont latéralisés, mais chez les enfants et les nourrissons, ils sont médians et qu'ils ont cette capacité de donner des métastases médulaires. Et dans les médulloblastomes, il y a une classification de haut grade et de bas grade. Quand il est de bas grade, il n'y a pas ces métastases médulaires. Bien sûr, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs critères de haut grade et de bas grade. Et donc, quand il n'y a pas des métastases médulaires, quand la tumeur, et on fait une bonne exérèse tumorale, on ne laisse pas de reliquat tumoral. Et quand l'analyse du SCR en post-opératoire au 15e jour, il n'y a pas de cellules tumorales au niveau du SCR, on peut les classer de bas grade. Par contre, quand ils sont de haut grade, et tout dépendra aussi, je vous ai dit, du type histologique ou immunohistochimique. Donc, ça, on les classe soit en haut grade, soit en bas grade. Bon, on ne va pas faire un cours de médulloblastome, mais on va passer à la deuxième tumeur qui est l'astrocytome du cervelet, c'est l'astrocytome pilocytique, aussi qui est très fréquent chez l'enfant et qui donne toujours aussi un syndrome cérébelleux, que ce soit cinétique ou statique, dont tout dépendra de la localisation. Soit il est vermien, soit il est au niveau de l'hémisphère cérébelleux et qui se présente généralement toutes les tumeurs de la fosse cérébrale par un syndrome d'HIC, par compression des voies d'écoulement du LCR. Aussi, on a ici, on a un astrocytome kystique, c'est la partie charnue et la partie kystique. Pourquoi on dit astrocytome kystique? Parce qu'il y a une partie charnue, une partie kystique. Là aussi, il y a un astrocytome kystique, il y a le kyste qui est là et la partie charnue, avec un retentissement, une hydrocéphalie en sus-tentorielle.
Le troisième cas, on va voir les épandyments qui font partie aussi des tumeurs de la fosse cérébrale postérieure et qui se présentent généralement aussi toujours par l'infiltration du plancher ou du V4 parce qu'ils naissent au niveau du V4, donc ils infiltrent le plancher et ils sont tenus de bons pronostics quand ils sont de bas grade et c'est l'XRS qui pose toujours le problème, surtout s'il infiltre le plancher du V4. Donc, syndrome d'HIC, syndrome d'hémisphère cérébelleux, de la fosse cérébrale, soit surtout c'est vermien parce que c'est toujours médian au niveau du V4. À part s'il se latéralise, il sort par les trous de Louchka. Donc là, il devient un peu latéralisé, donc il peut comprimer l'hémisphère cérébelleux homolatéral à la lésion. L'imagerie montre aussi qui est en hypo intense en T1, avec un aspect hétérogène, prise de contraste d'aspect hétérogène. Ici aussi, regardez, il se latéralise, c'est-à-dire qu'il sort à travers le trou de Louchka, donc il le traverse, donc il infiltre la partie de l'hémisphère cérébelleux homolatéral à l'infiltration. On peut avoir aussi des calcifications au niveau de l'épandymement. On a les mangioblastomes. C'est une autre entité qui se voit surtout chez l'adulte, très rarement chez l'enfant, mais surtout chez l'adulte, la trentaine. Il y a une classification des hémangioblastomes. Il y a la partie charnue, il y a la partie kystique, il y a la partie seulement kystique, il y a une partie charnue qui est très importante. Et il y a une partie, on peut avoir un hémangioblastome complètement congestionné par la tumeur. Donc, il y a des classifications au niveau des hémangioblastomes. Mais généralement, les hémangioblastomes de la fosse cérébrale postérieure, la majorité des cas, ils sont charnus et kystiques. Là, vous voyez le bourgeon charnu, le petit bourgeon charnu la partie kystique. Et la grande partie kystique. Tout ça en noir, c'est la partie kystique. Et là, cette belle prise de contraste en T1, c'est la partie charnue. Là, il y a une angiographie qui montre la vascularisation. Avant, les hémangioblastomes, les cavernomes, ils étaient classés parmi les tumeurs vasculaires. Maintenant, ils font une entité à part. On les classe à part, hémangioblastomes et cavernome. Mais ils étaient toujours considérés comme des tumeurs qui sont vasculaires parce qu'ils sont très vascularisés. Ici aussi, c'est un hémangioblastome pratiquement kystique. Vous voyez, on ne voit même pas la partie charnue. Ici, par contre, c'est un hémangioblastome qui est dominance charnue. Après dominance charnue, classification 3 et 4. On a aussi, par excellence, les gliomes du tronc qui sont aussi très fréquents chez l'enfant, qui sont constitués surtout par des signes d'une atteinte syndrome alterne. Pourquoi? Parce qu'il y a les faisceaux longs qui traversent le tronc cérébral. Et donc, les premiers signes cliniques des tumeurs du tronc, ce n'est pas l'hypertension intracrânienne comme pour les tumeurs de la fosse du vermis ou de l'hémisphère cérébelleux parce qu'ils compriment les voies d'écoulement du LCR. Mais généralement, dans les tumeurs du tronc, c'est généralement le déficit moteur, c'est le syndrome alterne ou les atteintes des nerfs mixtes ou les troubles de déglutition. Par la suite, quand il devient très volumineux, et là, il comprime ce qu'on appelle le V4 ou l'éolaqueduc de Sylvius, pas compression. Il donne par en second temps les hydrocéphalies. Donc, les tumeurs du tronc aussi constituent une entité tumorale très importante et qui se manifeste surtout par une atteinte pyramidale, un déficit neurologique ou une paralysie des nerfs moteurs, parce qu'il y a les noyaux ambigus et tous les noyaux cérébraux des nerfs crâniens sont situés au niveau du tronc cérébral. L'évolution, elle est très lente, surtout chez les enfants, parce que ce sont des gliomes qu'on appelle les gliomes de bas grade. L'imagerie montre aussi un hypo intense, vous voyez, un mégatron, vous le voyez, très, très volumineux. Ici, en T2, vous voyez un glion qui est très volumineux, qui comprime par la suite les voies d'écoulement du SR. Mais on ne voit pas de dilatation ventriculaire parce que c'est à la longue qui donne une compression des voies d'écoulement SR et qui donne des hydrocéphalies ou par comblement de la grande citerne. Les tumeurs sous-tentorielles extraparenchymateuses, on a par excellence le schwannome, le nérinome du 8, qui naissent au niveau du nerf du 8
et qui, dans ce qu'on appelle le premier signe clinique chez lui, c'est l'hypoacousie, ce qu'on appelle la triade de Cushing. Vous avez ce qu'on appelle la surdité qui est unilatérale, il n'entend pas bien au téléphone et il va vous dire à chaque fois je change de côté pour mieux entendre avec cette oreille. Donc la surdité est un des premiers signes cliniques chez le patient qui le motive à consulter. Il y a les acouphènes, les vertiges. Le stade neurologique, un stade plus avancé, on a un syndrome vestibulaire. Pourquoi? Parce qu'il est juste à côté de l'hémisphère cérébelleux, de l'hémisphère cérébelleux. Mais par excellence, il donne l'atteinte du 8 et du 7 et l'atteinte du 5 parce que ce sont des nerfs qui sortent en même temps, qui sont englobés dans cette gaine et qui rentrent à travers le conduit auditif. Donc tout ça, c'est pour ça qu'on a plus une paralysie faciale, on a des acouphènes, on a des troubles de l'équilibre et surtout la surdité, c'est l'atteinte du 8. Un stade très avancé, où il devient très volumineux, stade 4, 5, et il comprime aussi les voies d'écoulement du LCR. Il peut donner aussi, en plus du syndrome cérébello-cinétique latéralisé, il peut donner un syndrome d'HIC par voie d'écoulement du LCR, une hydrocéphalie. Donc, l'imagerie aussi, on montre à travers ce conduit auditif, vous le voyez, il y a une tumeur qui sort par là et qui entoure et qui comprime l'hémisphère cérébelleux au malatéral. Donc ça, c'est un neurinome. Aussi, c'est un neurinome qui comprime aussi l'hémisphère cérébelleux homolatéral. OK? Le diagnostic aussi, on peut avoir des méningiomes de l'angle ponto-cérébelleux ou de la partie postérieure du rocher parce qu'il y a les méninges là-bas. On peut avoir des kystes épidermoïdes au niveau de l'angle ponto-cérébelleux. Ce sont aussi qui font des diagnostics différentiels avec le neurinome de l'angle. Mais la tumeur extraparenchymatose au niveau de la région de la fosse cérébrale, c'est le neurinome qui est le très fréquent. Puis après, on a le méningiome. Par la suite, on a les kystes épidermoïdes. Donc, ici, c'est un méningiome de la partie postérieure du rocher, vous voyez, qui comprime très importante. Là, on voit le 8 qui n'est pas infiltré. Et même la symptomatologie clinique dans le cas de méningiome et dans le cas de neurinome diffère. On voit que celui qui a un méningiome de la partie postérieure du rocher, c'est très rare qu'il vous dise que je n'entends pas avec cette oreille. Mais par contre, celui qui vous dit je n'entends rien avec cette oreille, sachez que c'est un neurinome jusqu'à preuve du contraire. Les tumeurs cérébrales multiples, on a ce qu'on appelle les métastases. Donc, ce sont des métastases qui sont d'origine, je vous ai dit surtout, le néoprimitif. Il faut chercher toujours un bilan d'extension à la recherche du néoprimitif, bien sûr. Chez la femme, on n'oublie pas le sein, on demande une mammographie. Et pour tout le personnel qui vient avec des métastases cérébrales, c'est le TAP, scanner thoraco-abdominopelvien. À la recherche de la tumeur d'origine, on peut demander même une échographie, on peut demander une scintigraphie osseuse, une mammographie, un scanner, une radiographie pulmonaire et un bilan biologique. Les métastases, un signe clinique neurologique qui prime, ce sont les crises d'épilepsie. Après, on a le déficit neurologique, hémiplégie, déficit. Tout dépendra du siège de la tumeur, là où elle siège. Là, c'est un aspect de métastase en lâcher de balle. Ici, c'est une métastase pariéto-occipitale kystique et charnue. Les tumeurs cérébrales multiples constituent pratiquement une entité très importante par rapport, bien sûr, il y a les glioblastomes dans le cerveau, après c'est les métastases cérébrales. Il peut y avoir même des lymphomes cérébraux. Donc, les tumeurs qui sont multiples, on peut avoir des glioblastomes qui peuvent être multiples, on peut avoir des lymphomes qui peuvent avoir des lésions multiples et qui constituent aussi des diagnostics différentiels avec les métastases cérébrales. On peut avoir même les méningiomatoses, mais ceux qui donnent le diagnostic différentiel avec les métastases, surtout les glioblastomes multifocaux et les lymphomes cérébraux. Le traitement pour toutes les tumeurs cérébrales, surtout en sustentoriel, corticoïdes. C'est l'HIC, ça demande les corticoïdes. On a aussi, c'est un traitement anti-œdème qui diminue la pression.
parce que sachez que dans l'encéphale, c'est une boîte crânienne qui est inextensible. Et si on ne donne pas les corticoïdes pour au moins diminuer un peu l'œdème cérébral, il y a le risque d'engagement. Donc, le risque d'engagement, il existe. Mais il y a ce qu'on appelle la courbe de Langfield qu'il faut pas oublier. On a le parenchyme cérébral, le système ventriculaire, le système vasculaire qui intervient pour un système de compensation en cas de tumeur cérébrale. Mais une fois que cette courbe, ce qu'on appelle le réflexe de Cushing, est dépassée, là, il peut y avoir des signes d'engagement, même si je donne les corticoïdes, même si je donne le mannitol. Donc, il faut bien sûr mettre le malade au repos, un traitement de corticoïdes pour de diminuer l'œdème et prévoir l'intervention chirurgicale. C'est pas les corticoïdes qui vont traiter la tumeur cérébrale, ni le mannitol. C'est l'acte chirurgical. Il faut diminuer, il faut faire de la place afin que le malade puisse, c'est-à-dire reprendre une activité plus ou moins notable. Sinon, c'est les signes d'engagement et c'est l'aggravation pour tout malade qui présente une tumeur cérébrale. Donc, les corticoïdes, bien sûr, le mannitol en respectant bien sûr la diurèse et un ionogramme sanguin, et les antiépileptiques, surtout dans les tumeurs parenchymateuses, on donne du Gardénal, des Paquin, Rivotril s'il vient en état de mal épileptique. Donc, il y a plusieurs traitements dans les crises d'épilepsie qu'il faut toujours donner ce traitement avant d'opérer le malade. La chirurgie, bien sûr, il y a des indications chirurgicales. Chez qui on fait une biopsie stéréotaxique, chez qui on opère à ciel ouvert, chez qui on fait l'abstention, on dit qu'il n'y a rien à faire, vous le laissez tranquille. Donc, des indications chirurgicales qui sont posées en fonction de chaque malade, de chaque patient, de toute pathologie qui présente n'importe quel malade qui présente une affection neurochirurgicale. Donc, le but de l'intervention chirurgicale, premièrement, c'est de diminuer la chicée, de guérir ce patient. Bien sûr, après, en neurochirurgie, c'est le type histologique et le siège de la tumeur. Je vous ai dit, s'il est siégé au niveau de la base de la tumeur, c'est très difficile pour faire l'exérèse chirurgicale. Mais alhamdoulilah, dans notre pays, ces dernières années, il faut dire qu'il y a de très, très bonnes réponses. Il y a une bonne mortalité, une bonne morbidité qui s'élève par rapport à avant parce que le milieu radiologique, il a bien évolué et instrumentation aussi qui a bien évolué. Et il y a aussi le microscope et bien sûr, la réanimation et les réanimateurs qui interviennent pour ce type de tumeur. Donc, soit on pose l'indication de la biopsie, soit une exérèse totale, soit une exérèse partielle. Tout dépendra, je vous ai dit, du patient et du siège de la tumeur. On complète par la suite, en fonction de l'histologie, radiochimiothérapie. Au grade, c'est radiothérapie. Récidive de méningome malin aussi, c'est radiothérapie. Aussi, quand on fait une exérèse partielle, on laisse un petit reliquat, on peut compléter par une radiothérapie. Et on a la chimiothérapie. Malgré les progrès de l'imagerie, le diagnostic de certitude reste toujours histologique depuis tout à l'heure, je vous ai dit. Le bon pronostic dépendra du type histologique si c'est un gliome de bas grade. Il y a l'âge aussi du sujet qui intervient et bien sûr le siège de la tumeur. Tout type confondu, les tumeurs intracrâniennes, leur prise en charge implique un partenariat multidisciplinaire, oncologue, neuroradiologue, anatomopathologiste, neurochirurgien, radiothérapeute, médecin généraliste, médecin de soins palliatifs ont toujours leur place. Et je vous remercie infiniment. S'il y a des questions, on est là. Docteur Amran. Oui, les tumeurs les plus fréquentes au niveau de la fosse cérébrale postérieure, il y a le médulo, il y a l'astrocytome. Mais dans les années précédentes, c'était l'astrocytome, le médulo était classé en deuxième, après il y a eu l'épendyment. Mais maintenant, il y a plus de médulo que l'astrocytome kystique. Il y a aussi des ATRT, il ne faut pas les oublier, avec les tumeurs tératoïdes. Ils font partie aussi des tumeurs de la fosse cérébrale postérieure. Et qui sont diagnostiqués surtout immunohistochimiques et qui font un diagnostic différentiel très important avec le méduloblastome. Pour l'adulte, on peut avoir le médulo, l'épendymome, l'hémangioblastomes. Pour l'adulte, toutes les tumeurs peuvent y être, mais le médulo n'est pas fréquent par rapport à il existe surtout chez l'enfant que par rapport à l'adulte. Mais il existe chez l'adulte, il est plus latéralisé, il a un meilleur pronostic que par rapport à l'enfant.
Pour l'adulte, en général, au niveau de la fosse cérébrale postérieure, c'est beaucoup plus les tumeurs d'origine secondaire. Les métastases, quoi. Oui, on en a, oui. On en a des RCP comme pour la neurochirurgie, les CCistes, il y a les ophtalmologues, il y a les RCP en oncologie. Il y a le RCP de neuro-oncologie adulte. Pédiatrique et adulte. Voilà, le RCP de neuro-oncologie adulte, c'est les mercredis. Les mercredis. C'est les mercredis après-midi. Et les enfants, c'est les dimanches après-midi. Vous êtes cordialement invités. Voilà. Si vous avez des dossiers à présenter. À présenter ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Il y a pratiquement pour toutes les disciplines, hein, les RCP. Il n'y a pas que pour la neurochirurgie. Traitement adénome hypophysaire. Bon, pour l'adénome hypophysaire, il faudrait d'abord faire la part des choses entre les micro-adénomes et les macro-adénomes. Donc, on parle de micro et de macro, c'est vis-à-vis de la taille. Donc, quand c'est inférieur à 10 mm, on parle de micro-adénome. Et à partir de 10 mm, c'est les macro-adénomes. Quand il s'agit aussi, est-ce que c'est un adénome sécrétant ou non sécrétant? Il faudrait faire un bilan visuel, faire un bilan endocrinien des différentes lignées et complété par une IRM, et c'est le cas par cas. C'est en fonction de la lignée, en fonction de la répercussion sur le plan optochiasmatique. Ça dépend de l'urgence de l'adénome hypophysaire. S'il vient en apoplexie avec baisse de l'acuité visuelle, il devient une urgence chirurgicale par excellence. Mais si c'est un prolactinome, il peut être orienté en service d'endocrino, et c'est là qu'ils commenceront à l'explorer. Ils vont faire un bilan hormonal, bilan visuel, un bilan, c'est-à-dire l'équilibre. S'il y a une hyperprolactinémie, ils peuvent commencer le traitement par le dystoné, par le parlodel, et qui répond très bien l'adénome à prolactinome. Mais par contre, s'il est très volumineux avec une compression des voies visuelles, il y a aussi une apoplexie, là, ça devient une urgence neurochirurgicale. L'adénome, le microadénome de Cushing est par excellence chirurgical jusqu'à preuve du contraire. Vous savez très bien c'est un microadénome qui ne donne pas des retentissements sur les voies visuelles, mais qui est par excellence chirurgical. Oui, il existe certaines tumeurs qui ne sont pas visibles à la TDM, à la tonomodensitométrie cérébrale, et qui sont individualisées à l'IRM, car il faudrait savoir que l'IRM est plus performante que la TDM. L'IRM est nettement plus performante. Donc, il ne faudrait pas hésiter, si vous avez une clinique parlante et que votre scanner revient sans particularité, à demander une IRM cérébrale. Je vous ai dit que le traitement du mannitol ou des corticoïdes est un traitement anti-œdème, mais ça ne veut pas dire que si je donne le mannitol, même, bon, je vais vous donner après le schéma du mannitol, il n'y a pas de souci, mais il faut agir sur la tumeur. C'est pour ça qu'il faut agir sur la tumeur. Moi, les corticoïdes et le mannitol, en aucun cas, ils étaient un traitement pour les tumeurs cérébrales. Ils diminuent l'œdème, c'est-à-dire on le prépare pour l'intervention, mais n'oubliez pas que le mannitol, il a un effet rebond. Donc, si vous l'utilisez trop, on risque d'avoir des engagements. Donc, pour les malades qui récidivent, et qu'on sait chez qui on peut rien faire pour eux, certes, ça vous pouvez rien faire, c'est la ventilation et l'intubation par la suite s'il y a aggravation. Mais il faut expliquer aux parents que le glioblastome, par exemple, c'est une tumeur qui est très maligne. Si on l'a opérée et elle a récidivé, ils savent très bien que il n'y a pas de traitement pour ce genre de malade. On peut reprendre, s'il y a un jeune, on peut reprendre la tumeur, on peut essayer encore pour lui une autre exérèse tumorale, mais attention, le mannitol, en aucun cas, il était un traitement pour les tumeurs cérébrales. Il faudrait bien réfléchir avant de prescrire le mannitol, et il ne faudrait pas oublier, il faudrait toujours garder à l'esprit l'effet rebond du mannitol. Donc, ça sera en fonction de l'ionogramme, en fonction de l'état général, des tares et de la tension artérielle du patient que l'on donne du mannitol. Oui. Il faut calculer les entrées, les sorties.
et calculer la diurèse. Si on commence à donner le mannitol, attention, et vous prenez sa tension artérielle. Bon, pour le praticien qui parle du caractère malin et bénin, c'est vrai que la malignité ou la bénignité d'une tumeur donnée enfin, nous avons la certitude grâce à l'étude anatomopathologique, mais il y a aussi des critères radiologiques, d'imagerie, qui nous permettent de dire que c'est plutôt bénin ou c'est plutôt malin. Donc, nous avons pour toute tumeur qui est bien circonscrite, nous avons tendance à dire que c'est une tumeur bénigne. Par contre, si nous avons des tumeurs qui sont infiltrantes, c'est en faveur d'une malignité. Si nous avons des images qui sont hétérogènes, nous pensons beaucoup plus à une tumeur qui est d'origine maligne. Il y a aussi l'œdème périlésionnel. L'œdème périlésionnel, si c'est un œdème enfin discret, il n'y a pas de souci. Par contre, si à chaque fois que nous avons un œdème en doigt de gant et tout, ça nous laisse penser qu'il s'agit beaucoup plus d'une tumeur maligne. J'espère que nous vous avons répondu. Il y a la malignité, il y a la bénignité qui ne dépend pas aussi de l'histologie. Il y a la malignité et la bénignité qui dépendent du siège de la tumeur. Je vous ai dit dès le début, quand on parle de tumeurs au niveau cérébral, on parle des tumeurs qui sont accessibles, qui sont périphériques, et il y a des tumeurs qui sont profondes. Donc la bénignité et la malignité, c'est vrai, certes, il y a le type histologique et les signes radiologiques qui peuvent nous orienter vers le type bénin ou malin, mais il y a aussi le siège de la tumeur. Quand c'est une tumeur qui est très profonde, on peut dire qu'elle est très dangereuse lors de l'exercice chirurgical. Donc, attention, quand vous parlez avec les parents, il faut leur dire qu'en neurochirurgie, c'est vrai, il y a, c'est un méningeant, mais il est où situé au niveau de tubercule de la selle ou de la clinoïde antérieure? Ah bon, c'est basta, ça va, c'est bénin, il n'y a pas de souci. Non, il y a la bénignité et la malignité au dépend du siège de la tumeur. Quand je parle on me dit, allez-y opérer un cordon qui est au niveau de la base. Non, c'est très dangereux et on sait très bien qu'il est de mauvais pronostic, même si on dira que le méningiome de la base aussi, qui est bénin, mais qui est très, très mauvais en opératoire et le malade peut ne pas se réveiller. Il peut récidiver. On peut être apporté à ne pas enlever la totalité de la tumeur. Donc, vous voyez, il y a ce qu'on appelle, c'est une arme double tranchant. Il y a aussi l'évolutivité de la tumeur. Donc, à chaque fois que vous avez une tumeur qui est rapidement évolutive, ça nous laisse penser à une tumeur maligne. Et à chaque fois que vous avez une évolution qui est plus ou moins lente, ça nous laisse penser à une tumeur bénigne. Alors, pour la personne qui demande la différence entre un abcès cérébral et une tumeur kystique radiologiquement, la différence, tout d'abord, il y a une différence sur le plan imagerie. Donc, l'abcès, il y a une image typique d'un abcès qui est bien circonscrite. Nous avons la double composante, donc qui est différente. Voilà. Et il y a la prise de contraste en périphérie qui est différente d'une tumeur kystique. Et il y a aussi, parce que vous savez que ce n'est pas uniquement la clinique ou l'imagerie, il y a aussi le tableau clinique. L'abcès cérébral, il y a toujours la triade. Il y a toujours une triade et il y a toujours un syndrome infectieux sous-jacent. Donc, vous avez un syndrome infectieux qui est sous-jacent, vous avez une VS qui a accéléré, vous avez une CRP. Et il ne faudrait pas hésiter à rechercher une porte d'entrée, c'est très important. Donc, vous avez une dent qui est mal soignée, vous avez une mauvaise hygiène bucco-dentaire, vous risquez d'avoir des otites. Il faudrait toujours penser à rechercher une porte d'entrée qui serait susceptible d'engendrer un abcès cérébral. Dans l'abcès cérébral, vous avez la physiopathologie de l'abcès cérébral. Donc, vous avez ce qu'on appelle par contiguïté, c'est-à-dire juste tout près. Si j'ai une sinusite, une dent qui est maltraitée, donc je peux être infectée. Donc, ça peut passer par contiguïté, c'est-à-dire juste à côté, ou je peux être opérée par une lésion au niveau du col fémoral ou au niveau d'une appendice ou au niveau surtout du cœur.
docteur. Donc, il y a des micro-emboles qui passent, qui traversent la barrière hémato-encéphalique et qui peut donner les abcès. Sur le plan radiologique, vous me dites abcès cérébral, c'est la belle image bien arrondie avec une belle prise de contraste tout autour par rapport à un kyste édatique. Le kyste édatique qui est une tumeur qui est kystique, mais qui n'a pas cette prise de contraste tout autour par rapport à un abcès cérébral. Est-ce que vous avez compris? Comment faire la différence aí? D'autres questions? Ben, si vous n'avez plus d'autres questions, on vous remercie pour votre attention et on vous dit à bientôt, Inch'Allah. À la prochaine, Inch'Allah, avec le docteur, professeur Khalfi. Il va vous faire une communication sur les compressions médulaires avec le professeur Khalfi le 21 septembre à 13h30. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie. Et j'espère qu'on a répondu à vos questions. S'il y a quoi que ce soit comme question, vous n'hésitez pas à les faire passer au niveau du site du CHU Mustapha. On est là à votre disposition.